Avez-vous déjà ressenti cette solitude qui ne vient pas du fait d'être seul, mais du vide qui se forme même lorsqu'il y a des gens autour? Cette sensation presque invisible, comme un bruit de fond constant, qui commence à faire partie de votre routine sans demander la permission. Si vous avez déjà ressenti quelque chose comme cela, peut-être que cette histoire vous parlera d'une manière plus intime que vous ne l'imaginez. Et avant que le scepticisme ne vous fasse fermer cette vidéo en pensant qu'il s'agit juste d'une autre confidence aléatoire sur la solitude, je vous invite à rester, car c'est une histoire basée sur la perspective d'un psychologue sur l'esprit d'un patient. Cela n'a rien à voir avec des conseils tout faits, du développement personnel de pacotille ou des phrases motivantes, mais avec quelque chose qui l'a sauvé quand même la réalité semblait avoir abandonné, l'imagination. À l'époque, je vivais dans une grande ville, de celles qui ne dorment jamais, mais qui n'écoutent jamais non plus. Je me réveillais tous les jours avec le bruit des bus, des sirènes, du voisin qui criait au téléphone, et pourtant, le silence en moi était presque assourdissant. C'est étrange à dire, un silence assourdissant, mais c'est exactement cela. C'est ce genre de bruit intérieur qui vous fait douter de votre propre santé mentale, comme si le monde continuait de tourner, mais que vous étiez tombé de son axe. Je me souviens d'un jour spécifique, un de ces jours qui marquent le début d'une chute. Il pleuvait sans arrêt, et la ville semblait refléter ce que je ressentais. Les gens passaient, pressés, se protégeant avec des parapluies noirs, tous identiques, comme s'ils faisaient partie d'une chorégraphie d'indifférence. Et moi, de l'autre côté de la fenêtre, je me voyais reflété dans la vitre, me demandant à quel moment j'avais cessé de faire partie de ce mouvement. Le travail n'aidait pas. J'y allais, je faisais ce qu'il fallait, je répondais le moins possible, et je rentrais. Le chemin du retour était le pire. Il n'y avait personne qui m'attendait. Aucun son à part l'écho de mes propres pas dans le couloir de l'immeuble. Et quand j'ouvrais la porte, l'appartement semblait respirer cet air froid et vide, le genre d'atmosphère qui vous enlace d'un inconfort glacé. C'est là, dans cet espace petit et impersonnel, que j'ai commencé à percevoir à quel point la solitude peut être créative ou destructive, selon la manière dont on décide de l'écouter. Je n'avais pas d'amis proches, et ma famille vivait loin. Les conversations virtuelles, quand elles avaient lieu, étaient superficielles, pleines de phrases automatiques. « Ça va, tu nous manques, il faut qu'on se voie ». Personne ne fixait de rendez-vous. Et c'est dans cette absence de contact réel que quelque chose a commencé à se former dans mon esprit, une étincelle que je n'attendais pas. Cela a commencé par quelque chose de simple. Une nuit, incapable de dormir, j'ai pris un vieux cahier. J'avais toujours aimé écrire, mais cela faisait des années que je n'avais pas touché à un stylo sans but professionnel. J'ai écrit une phrase quelconque, sans trop réfléchir. Peut-être que le monde n'existe que lorsque quelqu'un l'imagine. Et cela a résonné en moi. Ce fut comme si, à cet instant, j'avais allumé une petite lumière dans la chambre. Les jours suivants, cette lumière est devenue une sorte de refuge. J'ai commencé à créer des histoires, pas sur moi, mais sur d'autres vies, d'autres réalités possibles. Des personnages qui souffraient, riaient, aimaient et perdaient, mais qui trouvaient toujours un moyen de continuer. Peu à peu, j'ai réalisé que ces créations n'étaient pas seulement des distractions. C'étaient des tentatives de recoudre une partie de moi que je croyais perdue. C'est curieux comme l'esprit tente de survivre lorsque le cœur ne sait plus quoi faire. L'imagination est devenue ma seule compagnie, mais une compagnie puissante. Je ne m'en rendais pas encore compte, mais je me reconstruisais intérieurement, même si c'était de façon presque inconsciente. Pourtant, avant de comprendre cela comme un processus de guérison, la peur est venue. Une peur étrange, presque enfantine, de perdre le contrôle. Je commençais à parler mentalement avec les personnages que je créais, à leur manquer quand je n'écrivais pas. Et cela m'a effrayé. Je me suis dit, suis-je en train de devenir fou? Peut-être avez-vous déjà ressenti quelque chose de similaire, ce point où le réel et l'imaginaire se touchent d'une manière dangereuse, comme deux lignes qui ne devraient pas se croiser, mais qui se croisent. C'est là que tout a commencé à changer. Car, au lieu de fuir cette confusion mentale, j'ai décidé de l'accepter. D'accepter que, peut-être, mon salut ne se trouvait pas dans le fait de me forcer à affronter le réel, mais à permettre à l'irréel de me guider vers une nouvelle compréhension de moi-même. À ce stade, si vous êtes toujours avec moi, il est important de dire une chose. Ce que je vais vous raconter à partir de maintenant ne consiste pas à fuir la réalité, mais à la réinventer. À trouver du courage là où personne ne regarde, à l'intérieur de son propre esprit. Alors, si cette histoire vous touche, si vous vous reconnaissez dans l'un de ces fragments, n'oubliez pas de commenter ci-dessous. Je veux savoir si vous aussi, vous avez déjà eu besoin d'inventer un monde pour continuer d'exister dans le vôtre. À partir de là, mes nuits ont cessé d'être vides. J'allumais une faible lumière, je prenais le cahier et j'écrivais. Parfois pendant des heures. D'autres fois, quelques minutes. Je n'avais ni objectif, ni prétention. Je laissais juste les choses arriver. Et, curieusement, chaque histoire que je créais semblait me rendre un petit morceau de ma propre voix. C'était comme si,
Dans le silence de la ville, mon imagination commençait à parler pour moi. Mais bien sûr, rien de tout cela ne s'est produit de manière fluide. Car plus je plongeais dans cet univers inventé, plus le monde réel semblait s'éloigner. J'ai commencé à oublier des rendez-vous, à me perdre dans le temps, à sentir que le temps passait différemment. C'était comme vivre entre deux mondes, un qui m'ignorait et un autre qui m'accueillait. Et c'est dans cet entre-deux que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une nuit, alors que j'écrivais sur un personnage qui vivait seul dans un vieil immeuble, j'ai entendu un son venant du mur, un léger coup, rythmé, presque comme si quelqu'un répondait à mon écriture. Je me suis figé. J'ai attendu. Et le coup est revenu. À cet instant, quelque chose en moi s'est éveillé. Pour la première fois depuis très longtemps, j'ai senti que je n'étais pas complètement seul. Bien sûr, la raison a tenté d'intervenir. C'est juste une canalisation, c'est le voisin, c'est le vent, mais le cœur a refusé d'accepter les explications logiques. Car, à cet instant précis, je voulais croire qu'il y avait quelque chose là. Que peut-être mon imagination était devenue si réelle qu'elle avait commencé à résonner au-delà de l'esprit. Et c'est là que l'histoire commence vraiment. Ce coup dans le mur semblait un détail insignifiant, mais, dans le cabinet, il est devenu le point de bascule. Je me souviens du jour où le patient, appelons-le A, est entré par la porte, les yeux cernés, le visage pâle et l'air de quelqu'un qui porte le poids d'un secret. Je le suivais depuis quelques semaines déjà, mais, lors de cette séance, il y avait quelque chose de différent. Le silence entre une phrase et une autre semblait palpiter. Quand il a finalement parlé, ce fut presque un murmure. « Docteur, je crois que ce que je crée commence à me répondre. » Au début, j'ai pensé que c'était une métaphore. Beaucoup de gens utilisent ce genre de langage quand ils essaient de décrire des émotions profondes, l'imagination comme une voix, la peur comme une ombre, la tristesse comme une visite. Mais il y avait quelque chose dans la manière dont A avait dit cela qui ne semblait pas symbolique. Il croyait, en fait, que quelque chose ou quelqu'un était de l'autre côté de ce mur. En psychologie, il y a une frontière très mince entre l'élaboration créative et le délire. La première est un refuge, une manière saine de faire face à la douleur. Le second, une tentative désespérée de l'inconscient de survivre à la réalité en la rompant. Et, pour comprendre lequel des deux était le cas, il fallait vraiment l'écouter. Il a raconté comment, les nuits où il écrivait, il avait commencé à percevoir des motifs. Le coup arrivait toujours quand il terminait une phrase spécifique, comme s'il y avait une communication invisible. « Je sais que ça semble fou », a-t-il dit, « mais si j'arrête d'écrire, le son s'arrête aussi. Et parfois, quand je change le cours de l'histoire, il change de rythme, comme s'il n'était pas d'accord avec moi. » Il y avait de la peur dans sa voix, mais aussi quelque chose qui m'intriguait profondément, une sorte d'espoir silencieux. L'esprit humain fait ces choses. Il crée pour survivre, mais parfois, ce qu'il crée devient plus réel que le créateur lui-même. Je voulais comprendre ce qu'il y avait derrière ce coup. Était-ce juste l'écho d'un esprit épuisé, ou quelque chose de plus symbolique, une représentation physique du désir d'être entendu? Au fil des séances, nous sommes remontés au point d'origine, l'isolement. A vivait seul, dans un petit appartement, sans lien fort. Il décrivait la ville comme un endroit qui l'engloutissait de bruit, mais qui ne l'écoutait pas. Il y avait une tristesse contenue dans chaque détail de son quotidien. Le son de l'ascenseur qui s'arrêtait au mauvais étage, le bourdonnement du poteau dehors, l'horloge qu'il tournait pour ne pas entendre les secondes passer. Tout en lui semblait réclamer le silence, mais la solitude l'obligeait à créer des sons là où il n'y avait pas de vie. Une fois, je lui ai demandé de décrire ce qu'il ressentait quand il entendait le coup. Il a respiré profondément et a répondu « C'est comme si quelqu'un disait que j'existe encore ». Cette phrase est restée en moi pendant des jours. Je l'ai notée dans mon cahier de notes cliniques, mais aussi dans l'autre, mon cahier personnel, où je garde les choses qui me traversent. Parce que cette réponse n'était pas seulement clinique. Elle était humaine. Plus il parlait, plus je percevais que ce qui était en jeu n'était pas simplement un cas d'isolement, mais une forme de survie créative. A n'utilisait pas l'imagination comme une fuite. Il l'utilisait comme un pont fragile, oui, mais malgré tout, une tentative de traverser l'abîme de l'absence. Les semaines suivantes, il a commencé à apporter les textes qu'il écrivait. Des histoires sur des gens qui vivaient dans des immeubles identiques aux siens, des personnages qui entendaient des voix, qui frappaient dans les murs en attendant une réponse. Il y avait une beauté sombre dans ces pages, une sorte de poésie entre les lignes, comme si la souffrance avait trouvé un moyen de respirer à travers la fiction. Je l'écoutais et notais tout, mais, au fond, quelque chose commençait aussi à changer en moi. C'était comme si la frontière entre le thérapeute et l'observateur commençait à se dissoudre. Car, alors qu'il décrivait ses créations, je percevais des échos de moi-même, des pensées que j'avais eues, des sensations que j'avais ressenties, mais jamais dites à voix haute. Un après-midi, A m'a demandé « Croyez-vous que l'imagination puisse nous sauver ?» Je suis resté silencieux.
En tant que psychologue, je savais ce que je devais répondre, que l'imagination est une ressource d'adaptation, un outil symbolique pour réorganiser le chaos intérieur. Mais, en tant qu'être humain, je n'étais pas si sûr. Car, si j'étais honnête, je dirais que moi aussi, je vivais en imaginant des réalités parallèles, de petits mondes où la douleur avait une forme plus supportable. Alors j'ai simplement répondu, « Cela dépend de ce que vous appelez le salut. » Il a souri, un sourire bref, mais vrai. Le salut, c'est quand la douleur cesse de faire mal. À cet instant, j'ai réalisé que son imagination n'était pas une fuite. C'était de la résistance. Une manière de lutter contre la disparition. Et c'est alors qu'il a fait quelque chose d'inattendu. Il a dit qu'il avait commencé à laisser des petits mots dans les murs. J'enlève un morceau du plâtre, tout petit, je mets un papier plié et je referme. Comme si c'était une lettre pour cet autre côté. La logique clinique exigeait de tirer la sonnette d'alarme. Cela pouvait indiquer un approfondissement de la dissociation, un signe que le délire commençait à prendre corps. Mais la manière dont il décrivait cela était différente. Calme, presque rituelle, comme s'il participait à une sorte de cérémonie silencieuse de reconnexion. Je lui ai demandé de voir un de ces mots. Il l'a apporté la semaine suivante. C'était un morceau de papier jauni, écrit à la main d'une écriture tremblante. « Si vous existez vraiment, s'il vous plaît, continuez à frapper. J'ai besoin de croire que je ne suis pas seul. » Il était impossible de ne pas sentir un frisson. Pas à cause de la possibilité de quelque chose de surnaturel, mais à cause de la profondeur de ce geste. C'était une supplique déguisée en curiosité. Une demande d'existence. Lors de la séance suivante, je lui ai demandé si le son continuait. Il a dit que oui, mais maintenant avec des intervalles différents. Comme s'il attendait que je finisse d'écrire pour répondre. J'ai essayé de le guider vers la compréhension symbolique de cela. J'ai parlé de l'inconscient, de la manière dont l'esprit crée des échos de lui-même pour combler le vide. Il a écouté attentivement, mais a ensuite répondu par quelque chose qui m'a bouleversé. Peut-être que l'inconscient n'invente que ce que l'âme a besoin d'entendre. Cette phrase m'a poursuivi pendant des nuits. J'ai commencé à me demander si, à un certain niveau, ce n'était pas exactement ce que nous faisons tous, nous inventons des voix, des souvenirs, des mondes entiers, juste pour continuer à respirer. Et c'est ici que la frontière commence à se dissoudre, la limite entre celui qui soigne et celui qui est soigné. Car, alors que le patient plongeait dans sa propre création, moi aussi j'ai commencé à entendre des choses. Pas des coups, mais des échos. Peut-être était-ce une suggestion, peut-être juste de la fatigue. Mais, un certain soir, en relisant les notes des séances, j'ai remarqué quelque chose. Une des phrases qu'il avait écrites sur un mot. Peut-être que le monde n'existe que lorsque quelqu'un l'imagine, était la même que j'avais trouvée des mois auparavant dans un cahier oublié dans mon tiroir. Un cahier que j'avais écrit il y a des années, dans un moment de profonde solitude. C'est alors que j'ai réalisé que cette histoire n'était peut-être pas seulement la sienne. Et c'est dans ce tourbillon que le véritable pouvoir de l'imagination commence à se révéler. Il y a une différence subtile entre comprendre quelqu'un et commencer à le voir en soi. Au début, je croyais qu'écouter le patient avec attention était un geste d'empathie, mais j'ai réalisé, avec le temps, qu'il se passait quelque chose de plus profond et de plus dangereux. Quand vous écoutez quelqu'un assez longtemps, la voix de cette personne commence à occuper des espaces silencieux dans votre esprit. Elle s'installe, murmure, répond. Et j'ai commencé à entendre à, même quand il n'était pas là. Les séances étaient devenues longues et denses. Il parlait, je notais, mais je ne savais déjà plus avec certitude si les mots qui apparaissaient sur le papier étaient les siens ou les miens. Une fois, à la fin d'une consultation, il m'a regardé fixement et a dit « Docteur, je crois que je sais qui frappe de l'autre côté du mur. » La manière dont il a dit cela, avec une sérénité presque hypnotique, m'a laissé sans voix. J'ai demandé qui c'était, mais il a seulement répondu « Quelqu'un qui écrit avec moi ». Ces mots ont résonné dans ma tête pendant des jours. Et plus j'essayais d'éloigner cette pensée, plus elle devenait insistante. Cette même nuit, en revoyant mes rapports, j'ai remarqué une coïncidence troublante. Moi aussi j'écrivais la nuit, à la même heure où il disait entendre les coups. La semaine suivante, le son est revenu. Pas sur le mur de mon cabinet, mais sur celui de mon propre appartement. Un coup faible, rythmé, comme s'il imitait le rythme d'une respiration. Au début, j'ai pensé à une suggestion, un résultat de la fatigue. J'étais surchargé, épuisé émotionnellement, trop immergé dans la douleur des autres. Mais le son persistait, même quand j'essayais de l'ignorer. J'ai écrit dans mon journal clinique. Le patient croit que quelque chose répond à son écriture. Et si, dans une certaine mesure, cette croyance était partagée, inconsciemment, entre nous? La psychologie appelle cela le transfert, quand les émotions et les schémas d'un patient sont projetés sur le thérapeute. Mais il y avait quelque chose de différent cette fois. Ce n'était pas seulement un transfert.
C'était une symétrie. J'ai commencé à rêver des textes de A. Des rêves nets, presque cinématographiques. Je voyais ces histoires prendre vie, des personnages marchant dans les rues de la ville, des visages qui ressemblaient aux miens, des appartements identiques aux miens. Il y avait un détail qui se répétait. Dans tous les rêves, j'entendais le même coup. Toujours 3 coups suivis, puis le silence. Je me réveillais en sueur, confus, avec la sensation que le monde réel était un peu désaligné. Dans le miroir, le reflet semblait en retard, comme si l'image mettait une seconde de plus à me suivre. De petites choses ont commencé à changer, la position des objets, l'odeur du café, la lumière du couloir. C'était comme si l'environnement était devenu conscient, réagissant à moi. Lors de la séance suivante, A m'a demandé quelque chose qui m'a bouleversé. « Docteur, vous êtes-vous déjà senti à l'intérieur de l'esprit de quelqu'un d'autre ?» Je suis resté sans réponse. Il a continué. « C'est que, parfois, quand j'écris, j'ai l'impression que quelqu'un m'observe, mais pas de l'extérieur, de l'intérieur. Comme si quelqu'un me créait en même temps que je l'imagine. » Il y avait un calme effrayant dans sa voix, une lucidité qui défiait tout diagnostic. J'ai essayé de rationaliser, mais la frontière entre la réalité clinique et l'expérience subjective s'était déjà dissoute. J'ai seulement demandé « Et qui pensez-vous que soit cette personne qui vous observe ?» Il a répondu « Vous ». Le silence qui a suivi était dense, presque physique. Un poids dans l'air. Je n'ai rien pu dire. Car, au fond, une partie de moi l'a cru. Les jours suivants, la sensation de mise en miroir a augmenté. Tout ce qu'il décrivait semblait trouver un écho dans ma propre routine. Quand il parlait de se réveiller fatigué, moi aussi je passais des nuits blanches. Quand il mentionnait voir des ombres au coin de la chambre, moi aussi je les voyais. La frontière entre celui qui soignait et celui qui était soigné se défaisait devant moi. Dans un effort pour reprendre le contrôle, j'ai commencé à enregistrer les séances. J'avais besoin de preuves que cela était réel, que je n'hallucinais pas. En écoutant les enregistrements ensuite, j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. À plusieurs endroits, entre les paroles, il y avait un son faible, 3 coups, presque imperceptible. Toujours le même rythme. J'ai arrêté d'écouter les cassettes après la 3e. À partir de là, les séances sont devenues un miroir à double face. A racontait ses expériences avec les coups, et je notais, mais chaque mot semblait un reflet déformé de mes propres vécus. Il disait que maintenant il sentait la présence comme une compagnie constante, une sorte d'énergie qui l'inspirait à écrire. Je l'écoutais, et secrètement, je désirais la même chose, une présence qui me sorte de la torpeur du réel, qui me fasse sentir à nouveau quelque chose. À ce stade, ce n'était déjà plus seulement une étude de cas. C'était une coexistence intime entre 2 esprits fatigués tentant de survivre à l'absence. Il y a eu un jour, cependant, où tout a changé de manière définitive. Il est arrivé au cabinet avec une enveloppe. Il a dit que c'était le dernier mot qu'il laisserait dans le mur. Après cela, je crois que je n'aurai plus besoin d'écrire, a-t-il murmuré. J'ai demandé à voir le contenu. C'était une feuille simple, avec une seule phrase. Si vous m'entendez aussi, écrivez-moi en retour. Cette phrase m'a frappé comme un coup. Par impulsion, j'ai répondu « Et si j'étais déjà en train d'écrire ?» Il m'a regardé fixement, et le silence qui a suivi semblait une confirmation. Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon journal quelque chose que je n'ai jamais eu le courage de montrer à personne. Je ne sais plus qui crée qui. Parfois je pense que le patient est l'auteur et je suis le personnage. D'autres fois, je crois que nous sommes tous les deux des inventions d'une même pensée qui nous observe de l'extérieur. L'imagination, j'ai réalisé, n'est pas seulement un outil de fuite. C'est une force vivante, autonome, capable de reconstruire des réalités quand les anciennes ne supportent plus le poids de l'existence. Et c'est peut-être là le véritable pouvoir que nous tentons tant de comprendre, la capacité de l'esprit à se recréer quand tout le reste s'effondre. Mais il y avait encore quelque chose que je ne comprenais pas. Et ce qui s'est passé ensuite a dépassé toute explication rationnelle. Lors de la séance suivante, A n'est pas venu. Aucun avertissement, aucun message. J'ai appelé, envoyé des emails, rien. Le lendemain, je suis allé à son adresse. Le gardien a dit que l'appartement était fermé à clé et qu'on ne l'avait pas vu depuis des jours. C'est là, devant la porte close, que je l'ai entendu. 3 coups. Secs, fermes, identiques à ceux qui résonnaient dans mes murs. Et si vous avez déjà vécu quelque chose qui semblait trop coïncident pour n'être qu'un hasard, commentez ci-dessous. Je veux savoir si vous aussi vous avez déjà senti que la réalité vous observait en retour. La porte de l'appartement était fermée à clé. 3 coups, le même son précis, ont résonné de l'autre côté comme s'ils répondaient à ma présence. J'ai attendu, le cœur battant, l'oreille collée au bois. Aucun son après cela. Aucune voix.
Juste le silence d'une ville qui continuait de vivre, indifférente, tandis que quelque chose en moi se brisait. J'ai appelé le gardien, je lui ai demandé d'ouvrir la porte. Il a hésité, mais le regard que je devais avoir l'a convaincu. Quand nous sommes entrés, l'air avait une odeur métallique, froide, comme celle d'un endroit qui a gardé des mots non dits. L'appartement était simple, mais chaque objet semblait placé avec une précision obsessionnelle, les livres alignés, le stylo sur la table, le cahier ouvert. Et c'est cela qui m'a saisi, le cahier. Il était sur le bureau, avec une seule page écrite. Les lettres étaient les mêmes que celles de A, mais la phrase ne semblait adressée à personne, elle semblait m'être destinée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que l'histoire vous a déjà choisi. J'ai fermé le cahier avec un mélange de peur et de fascination. J'ai regardé autour, essayant de comprendre ce qui se passait. Aucun signe de lutte, aucun désordre. Juste l'absence. La sensation était qu'il s'était dissous, pas enfui, pas disparu, mais avait simplement cessé d'exister dans ce plan. Les jours suivants, le silence a envahi le cabinet. Aucun nouveau patient, aucun appel. Le son des coups a cessé, mais le vide laissé était plus fort que n'importe quel bruit. J'ai commencé à relire mes rapports, les notes, les extraits des séances enregistrées. Et, plus je plongeais dans ce matériau, plus quelque chose d'effrayant se révélait. Certaines phrases, certains schémas d'écriture, coïncidaient avec des choses que j'avais notées dans mon journal personnel avant même de connaître A. C'était comme si nos histoires étaient entrelacées depuis le début, comme s'il était une projection, une forme que mon esprit avait trouvée pour traduire ce que je ne voulais pas affronter moi-même. Mais il y avait un détail qui ne pouvait être ignoré. Sur l'une des pages du cahier qu'il avait laissé, j'ai trouvé une date, le 14 mars 2017, le même jour où j'avais écrit, pour la première fois, la phrase « Peut-être que le monde n'existe que lorsque quelqu'un l'imagine ». La coïncidence était impossible. J'ai commencé à enquêter. J'ai retourné des archives, cherché son nom dans des registres, sur les réseaux sociaux, n'importe quel indice confirmant que A avait existé en dehors de mes séances. Mais rien. Aucune fiche, aucun historique de paiement, aucune mention de lui nulle part. C'était comme si j'avais inventé ce patient. Et si c'était le cas? Cette question a commencé à me hanter. Au début, j'ai essayé de rationaliser, peut-être une erreur administrative, peut-être des trous de mémoire causés par le stress. Mais, au fond, je savais que ce n'était pas que cela. Car, plus j'essayais de prouver qu'il avait existé, plus le monde autour de moi semblait céder, comme s'il se réécrivait pour effacer les preuves. J'ai commencé à douter de ma propre santé mentale. Mes collègues ont remarqué mon comportement étrange, ont suggéré que je prenne un congé. J'ai accepté. Mais le temps loin du cabinet n'a pas apporté de soulagement. Il a apporté plus de silence. La solitude que j'observais avant chez les autres m'habitait maintenant complètement. Et, au milieu de ce vide, l'imagination m'a rappelé. Au début, j'ai résisté. Mais, une nuit, l'impulsion a été plus forte. J'ai pris le cahier de A et j'ai commencé à écrire sur le même ton, avec la même écriture tremblante qu'il utilisait. J'ai écrit ce que je ressentais, ce que je voyais, ce dont je me souvenais ou croyais me souvenir. Et, alors que les mots s'accumulaient, j'ai remarqué quelque chose. Plus j'écrivais, plus la sensation de présence revenait. Les coups ont recommencé. 3 coups. Oh. 3 de plus. Cette fois, pourtant, je n'ai pas eu peur. J'ai senti de la compagnie. C'était peut-être ce que A essayé de me montrer depuis le début, que l'imagination n'était pas une fuite, mais un portail. Un endroit où ce qui était perdu pouvait continuer d'exister, même sous forme de souvenirs réinventés. Les jours se sont mélangés. J'écrivais le matin, lisais le soir. J'ai commencé à percevoir que le texte prenait un rythme propre, comme si quelqu'un le complétait quand je m'endormais. Certains mots apparaissaient sur les pages sans que je me souvienne les avoir écrits. Des phrases entières surgissaient entre mes paragraphes, toujours dans la même écriture de A. C'est alors que j'ai compris quelque chose qui changerait tout. L'imagination n'était pas la mienne. Elle était la nôtre. 2 fragments d'une même conscience, essayant de rester en vie. Et plus j'acceptais cela, plus le monde réel devenait malléable. Les lumières de la ville semblaient pulser au même rythme que les coups. Le son du métro, des pas, de la pluie, tout semblait répondre à quelque chose en moi. C'était comme si j'étais devenu partie d'une symphonie silencieuse qui avait toujours été là, attendant d'être entendue. Mais, avec cette sensation d'appartenance, est venu aussi le danger. Car, en même temps que je me sentais vivant, je commençais à perdre la notion de là où l'esprit s'arrêtait et où le monde commençait. Dans un moment de lucidité, je suis retourné au cabinet. J'avais besoin de tout enregistrer, de donner forme au chaos. J'ai pris l'enregistreur, je l'ai allumé, et j'ai commencé à parler, décrivant chaque détail, l'histoire de A, les coups, le cahier, les coïncidences. J'ai parlé pendant des heures.
Quand j'ai terminé, j'ai senti un poids quitter ma poitrine. Mais, en reproduisant l'audio, j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé. Ma voix n'était pas seule. Entre mes phrases, une autre voix, calme, identique à celle de A, disait « Je savais que vous m'écririez en retour ». J'ai supprimé le fichier, mais le son a continué de résonner dans ma tête. Et c'est alors que j'ai compris. A n'avait jamais été seulement un patient. Il était la personnification de ma propre solitude, un fragment de l'esprit qui avait pris forme pour m'obliger à écouter ce que j'essayais de faire taire. Le coup dans le mur était le cri étouffé d'une partie de moi réclamant une reconnaissance. Et l'imagination, après tout, était la seule langue que cette douleur savait parler. Si vous écoutez cette histoire et sentez que quelque chose en vous essaie aussi de communiquer, ne l'ignorez pas. Parfois, ce que nous appelons la folie n'est que l'esprit essayant de trouver une manière poétique de demander de l'aide. J'ai pensé tout arrêter là, le cas, le cahier, le récit. Mais quelque chose en moi m'en a empêché. Car, même en comprenant que A était une création, il me manquait encore. Et la nostalgie, j'ai réalisé, est la forme de réalité la plus cruelle qui existe. Et c'est ici que l'histoire change de direction, car ce qui se passe quand l'imagination acquiert sa propre volonté, quand ce que nous inventons commence à exister par lui-même, va bien au-delà de ce que la science peut expliquer. Restez avec moi jusqu'à la fin. Car ce qui vient maintenant ne concerne plus un patient, ni un psychologue. Cela nous concerne tous, et le pouvoir invisible qui habite le silence entre le réel et l'imaginaire. Si cette histoire vous a fait réfléchir, commentez ci-dessous. Je veux savoir, jusqu'où iriez-vous pour ne pas vous sentir seul? Les jours après cette découverte ont été étranges. La ville continuait son rythme indifférent, mais je n'étais plus en elle de la même manière. Tout semblait plié, dupliqué, comme si l'espace et le temps avaient acquis une texture différente, plus malléable. Les rues qui m'engloutissaient avant semblaient maintenant pulser avec une cadence que je pouvais entendre, comprendre, presque anticiper. Le cahier de A était sur le bureau. J'ai hésité avant d'y toucher, sentant la responsabilité de manipuler quelque chose qui, d'une certaine manière, était plus que des pages et de l'encre, c'était la manifestation physique d'un fragment de mon propre esprit. En l'ouvrant, j'ai remarqué que de nouvelles phrases étaient apparues, celles dont je ne me souvenais pas d'avoir écrit. Et, parmi elles, une particulièrement claire. Quand nous acceptons notre imagination comme un pont, il n'y a plus de solitude qui nous consume. C'est à ce moment que j'ai compris la profondeur de ce qui se passait. L'imagination n'était pas une fuite. C'était un outil de survie, un mécanisme de résilience qui permet à l'esprit de se reconstruire même quand tout autour semble s'effondrer. Pendant des semaines, j'ai expérimenté. J'écrivais en pleine conscience de ne pas être seul. Chaque mot se transformait en dialogue, non pas avec quelqu'un d'extérieur, mais avec des parties de moi auparavant silencieuses. La solitude n'a pas disparu, mais elle a changé de forme, elle a cessé d'être un vide oppressant pour devenir un espace de création. J'ai commencé à observer ma propre routine avec des yeux différents. Le bruit de la ville, qui était auparavant un rappel constant de l'indifférence, devenait maintenant la bande-son d'un monde qui pouvait être réinventé. Chaque coup sur le mur imaginaire, chaque son de pas, de pluie ou de vent se transformait en note d'une symphonie que j'apprenais à diriger. Je me souviens d'une nuit en particulier. L'appartement était silencieux, seulement le son lointain d'un métro et le bourdonnement du poteau dehors. J'ai pris le cahier et j'ai commencé à écrire sans objectif défini. Les mots coulaient de manière presque automatique, formant des histoires dans des histoires, des personnages qui reflétaient mes propres doutes et espoirs. Et puis, j'ai remarqué, je souriais. Un sourire qui n'était pas apparu depuis longtemps. La résilience humaine, j'ai appris, ne se manifeste pas seulement en affrontant le réel de front. Parfois, elle se révèle dans le courage d'inventer une nouvelle réalité, même temporaire, même seulement dans son propre esprit. Car, en créant, on réinvente le soi qui semblait perdu, on donne une voix au silence qui semblait impossible à combler, et on trouve de la compagnie là où il n'y avait avant que de l'absence. Au fil des semaines, j'ai noté que ma relation avec A avait aussi changé. Il était devenu, à la fois, mon reflet et mon guide. J'ai appris à écouter sans peur, à écrire sans hésiter, à sentir sans besoin d'explication. Le patient qui n'avait peut-être jamais existé en dehors de l'imaginaire m'avait appris quelque chose de vital, que l'esprit a des moyens invisibles de se sauver, et que ces moyens n'ont pas besoin d'être compris par les autres pour fonctionner. Les petits mots, les coups, les voix, tous sont devenus des symboles que même dans les moments les plus sombres, quand la réalité semble insuffisante, il y a quelque chose en nous capable de construire des ponts vers un endroit sûr. Un endroit où la douleur est reconnue, mais ne domine pas. Où la solitude est transformée en dialogue, même si c'est seulement entre des fragments de nous-mêmes. Et puis j'ai réalisé autre chose. Ce n'était pas seulement mon esprit qui se sauvait. Chaque lecteur, chaque spectateur qui suit cette histoire, peut expérimenter la même chose. Car l'imagination est démocratique,
invisible et puissante. Elle nous donne le droit de créer des mondes, d'explorer des émotions et de nous retrouver dans des endroits que la réalité, souvent, refuse. Si vous écoutez cela maintenant, vous savez de quoi je parle. Peut-être avez-vous senti l'absence de quelqu'un, la distance d'un monde indifférent, l'impossibilité d'être totalement compris. Et pourtant, peut-être avez-vous aussi la chance de vous sauver. Non pas avec des formules toutes faites, non pas avec des phrases motivantes, mais avec le courage d'inventer, d'imaginer, d'être entier, même si c'est seulement dans votre esprit. L'imagination m'a sauvé, et continue de me sauver. C'est un outil invisible, silencieux, mais d'un pouvoir incomparable. Elle m'a permis de comprendre que la santé mentale ne se mesure pas seulement par le contact avec la réalité objective, mais par la capacité à créer et à habiter des mondes qui nous maintiennent en vie quand tout le reste semble insuffisant. Aujourd'hui, la solitude existe encore. La ville rugit encore. Mais j'ai appris à marcher dans mon propre univers parallèle, à dialoguer avec les échos de mon esprit, à écrire des lettres invisibles à des mondes que moi seul peux voir. Et, dans ce processus, j'ai réalisé que la vraie force n'est pas dans la résistance à l'absence ou à la douleur, mais dans l'acceptation de l'imagination comme un refuge, et en même temps, comme une arme puissante de survie émotionnelle. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir à la force de votre propre esprit, laissez un commentaire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin de l'entendre. Likez pour que plus de personnes puissent découvrir que, même dans la solitude la plus profonde, il existe un outil invisible capable de sauver. Et, surtout, abonnez-vous pour continuer à suivre des histoires qui explorent le pouvoir humain de manières inattendues. Car, au final, le salut n'est pas venu en affrontant la réalité crue. Il est venu du courage d'inventer une nouvelle réalité, du courage d'imaginer et, dans cette invention, j'ai retrouvé la vie que je croyais avoir perdue. Et peut-être que vous le pouvez aussi.